Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, épisode 83. C'est Antoine Blanche-Maison et aujourd'hui c'est lundi. On est reparti sur une thématique bien terre à terre. On est reparti sur une thématique création de contenu. C'est mon dernier jour à Bordeaux. Je suis dans l'appart cette fois-ci parce qu'il pleut. Il pleut bien, il drinche même, mais voilà, j'ai la fenêtre ouverte, donc tu vas quand même entendre un petit peu le bruit de la circulation, etc. Je trouve que ça fait une ambiance sonore, c'est pas bien gênant. Et je vais te parler de création de contenu, et il y a quelque chose que je me tue à dire à tout le monde, mais personne m'écoute, j'ai l'impression, à part toi peut-être, c'est que je suis convaincu que la création de contenu est quelque chose qui va révolutionner énormément d'industries et pas seulement les gens qui vendent de la formation sur Internet. Autrement dit, tu n'as pas besoin de vendre des formations sur Internet ou de se faire sponsoriser ou de faire de la publicité pour trouver un intérêt dans la création de contenu. Il y a beaucoup d'autres professions, notamment toutes les professions indépendantes qui peuvent trouver des clients grâce à ça. On peut penser aux prestataires de services, on peut penser aux commerçants, on peut penser aux consultants, on peut penser aux entrepreneurs, on peut penser aux écrivains, on peut penser aux conférenciers, aux gens qui font un film aussi ou qui font de la musique ou des gens qui lancent une ligne de vêtements. Dans tous ces domaines-là, la création de contenu peut te provoquer pour ta boîte un effet de levier énorme et t'attirer des clients. Et quand on crée une startup, finalement on a deux problèmes quand on crée une startup. Le premier problème, c'est de développer un produit, tout simplement. Et le deuxième problème, c'est de trouver des clients qui voudront bien acheter le produit. Et l'erreur que font beaucoup de créateurs de startups, c'est de concentrer tous leurs efforts sur le développement du produit, c'est-à-dire créer un produit dont eux ils rêvent sans vraiment se poser la question du marché. Travailler parfois pendant des mois, pendant des années dessus, c'est souvent le cas en France parce qu'on a des profils assez ingénieurs qui travaillent beaucoup sur un produit très technique et puis ensuite ils le lancent et ils se rendent compte que il y a pas grand monde qui avait demandé ce produit, il y a pas grand monde qui en a envie ou alors ils savent pas vraiment le marketer, ils savent pas vraiment trouver des clients et donc ça devient compliqué. Et il y a une approche qui a été popularisée par Eric Ries aux US, qui est l'approche Lean Startup, qui consiste à lancer ce qu'on appelle un produit minimum viable, c'est-à-dire un produit extrêmement simple, dépourvu de toute fonction avancée ou de toute fioriture, de le mettre sur un marché, de le mettre en confrontation le plus vite possible avec un marché, avec des clients, avec des utilisateurs, de prendre du feedback constamment et d'améliorer ce produit par petites itérations progressives. Donc chaque jour améliorer un petit truc, ajouter une petite fonction, etc., au lieu d'essayer de faire le produit parfait, de le lancer et d'avoir 9 chances sur 10 de faire un bid. Et alors c'est une approche qui fonctionne bien. Simplement, c'est pas toujours facile d'avoir ses premiers utilisateurs, ses premiers feedbacks. 10 personnes, ça suffit pas. Les membres de ta famille, ça suffit pas. Tes meilleurs potes, ça suffit pas. Il faut un panel un peu plus grand et il faut des gens qui sont vraiment concernés par ton produit, qui sont vraiment intéressés par ton produit et qui font pas ça pour te faire plaisir. Et finalement, il y a quelque chose qui t'aidera énormément à appliquer vraiment ce principe de Lean Startup à ta startup. C'est le contenu. Le contenu, ça peut être un effet de levier qui est considérable. Le contenu, c'est un peu comme de l'eau que tu vas mettre dans un moulin. C'est-à-dire que ton moulin à eau peut être le plus sophistiqué du monde, peut avoir les dernières technologies du monde. S'il n'y a pas d'eau pour le faire tourner, ça servira à rien. Et de la même manière, ta startup peut avoir le meilleur produit du monde ou les meilleurs process du monde. S'il n'y a pas de clients qui commencent à l'utiliser, elle servira à rien et tu pourras pas avoir de feedback, tu pourras pas la faire progresser, tu pourras pas savoir ce qui cloche, tu pourras pas savoir ce que tu peux améliorer, tu pourras pas non plus trouver tes premiers clients, faire de l'argent et commencer à investir et embaucher des salariés par exemple. Et pour ça, tu as un outil qui est formidable qui s'appelle l'audience. On en a déjà parlé plein de fois. Je t'ai parlé de ma vision de l'audience. Pour moi, l'audience, c'est un capital, c'est un actif long terme, quelque chose qui peut te suivre toute ta vie et t'aider énormément. Et une audience, finalement, si tu arrives à créer de la confiance avec ton audience, et c'est tout l'objectif finalement de la création de contenu. Si tu arrives à créer une relation de confiance avec ton audience, si tu arrives à faire en sorte que ton audience elle s'implique, tu vas avoir des bêta-testeurs. Ça veut dire que le jour où tu vas lancer ton produit, le jour où ta startup va lancer ton produit, tu auras déjà des gens qui auront envie de l'utiliser parce qu'ils auront l'habitude d'écouter ton contenu et que tu leur en auras parlé précédemment. Donc tu auras des bêta-testeurs et ces bêta-testeurs vont pouvoir devenir des clients mais aussi des prescripteurs, des gens qui vont recommander ton produit. Et donc, c'est un atout qui est énorme. J'aurais donné pas mal d'exemples.
pour que tu puisses comprendre. Premier exemple, imaginons que tu lances ta startup et tu décides de lancer une ligne de chaussures plutôt axée mode, donc des chaussures plutôt pour le style, plus pour le style que pour le confort ou pour la performance athlétique. Et tu te dis voilà comment je vais faire pour trouver mes clients. Une astuce par exemple, ça peut être avant même de commencer à développer ton produit, d'ouvrir un compte Instagram de chaussures, une sorte de lookbook de chaussures où tu vas mettre en avant des tas de marques différentes avec des styles différents et tu vas populariser ton compte Instagram autour de la chaussure et donc tu auras toute une base de gens qui sont attirés par les chaussures, qui aiment les chaussures de mode tout simplement. Et le jour où tu vas lancer ton produit, le jour où tu vas lancer tes chaussures, tu auras juste à dire sur ton compte Instagram voilà, nous on a testé, vous l'avez vu, on a testé des milliers de chaussures ces dernières années et on n'a jamais trouvé la chaussure parfaite et donc du coup on lance notre propre paire de chaussures, voilà à quoi elle ressemble, voilà quel est son prix. C'est une chaussure spécialement pour vous, spécialement fait en fonction de vos goûts à vous, puisqu'on a fait des sondages, puisqu'on s'est renseigné. Et les gens qui vont te suivre depuis longtemps, qui vont être accros à ton compte Instagram, vont directement être intéressés par ces chaussures, parce que ce sera les tiennes. Ensuite, maintenant, imaginons que tu vends des chaussures aussi, mais cette fois pas du tout des chaussures de mode, mais des chaussures de sport, des chaussures pour les coureurs, des chaussures qui sont vraiment adaptées pour ça, techniquement avancées là-dessus. De la même façon, tu peux avoir par exemple une chaîne YouTube sur la course à pied où tu vas donner des conseils pour les gens qui font de la course à pied. Tu vas leur expliquer comment courir plus vite, comment courir plus longtemps, comment courir mieux, quel est le meilleur matériel, surtout aussi pour courir, quelles sont les meilleures chaussures. Et le jour où tu vas lancer tes chaussures, tu vas évidemment en parler en amont sur ta chaîne YouTube et quand tu vas les lancer, tu vas dire voilà, moi j'ai testé beaucoup de chaussures pour courir et puis à chaque fois j'avais tel ou tel problème. Tu vas citer des problèmes que connaissent aussi ton audience et tu vas dire on a essayé de créer la paire qui résout justement ces problèmes, en quelque sorte la paire parfaite. Voilà, on la sort, on a une boutique et tu vas voir que tu vas faire énormément de ventes, ça va t'halluciner. Il y a énormément de créateurs de contenu qui n'osent jamais vendre et souvent le jour où ils se mettent à vendre, s'ils font ça bien, s'ils vendent un produit qui est en accord avec ce que veulent leur audience, ils se rendent compte qu'ils font des résultats qui sont absolument extraordinaires, hallucinants, beaucoup plus que pourrait faire n'importe quelle marque avec de la publicité, simplement parce que leur audience leur font confiance. Maintenant, imaginons que tu lances un service en ligne, un SaaS, qui aide les gens à faire de la publicité sur Facebook. Je pense à ça parce que j'ai un ami qui le fait. Et qu'est-ce que tu peux faire avant de lancer ça, de faire une page et d'attendre que les gens arrivent? Tu peux faire évidemment du contenu. Tu peux faire des tutoriels sur YouTube pour aider les gens à maîtriser leur publicité Facebook. Souvent, on a l'impression que si tu fais un produit ou si tu es un prestataire des services qui aide les gens à réaliser un problème, il faut surtout pas créer du contenu pour les aider à le faire. Et je pense que c'est une grosse erreur. Par exemple, si tu es plombier, c'est l'exemple du plombier que j'aime bien prendre parce que je trouve qu'il est très parlant. Si t'es plombier, tu peux te dire ouais mais il vaut mieux pas que je fasse des vidéos YouTube, des tutoriels pour aider les gens à résoudre leurs problèmes de canalisation, sinon ils auront plus besoin de moi. Et en fait c'est faux, c'est totalement faux. Parce que si tu fais ça, si t'aides les gens sur YouTube à résoudre leurs problèmes de canalisation, les gens ils vont commencer à le faire, ils vont t'écouter, ils vont écouter tes conseils et puis il y a bien un moment ou un autre où ils vont se retrouver bloqués parce que la plomberie c'est quand même pas quelque chose de super simple. Ils vont se retrouver bloqués, ils vont pas savoir quel joint acheter, ils vont pas savoir comment raccorder tel ou tel truc et finalement la première personne qu'ils vont appeler, c'est la personne qui a déjà commencer à les aider. Un autre exemple, c'est si tu es plombier et que tu fais du contenu pour aider les gens à ne pas se faire arnaquer. Comment éviter les arnaques des autres plombiers? Ça, c'est un truc génial parce que la première crainte quand tu appelles un plombier, c'est de tomber sur un mec qui va essayer de te facturer 3 fois le prix. Et évidemment, c'est difficile d'avoir des avis sur les plombiers, c'est difficile d'en trouver des bons et c'est la principale crainte qu'on a quand on va faire appel à un plombier. Si tu es plombier et que dès le début, tu fais un article en disant aux gens voilà les 10 arnaques à éviter quand on fait appel à un plombier et qu'ensuite tu dis voilà si ça vous intéresse, moi je suis aussi plombier et je peux vous aider, les gens ils vont se dire voilà si lui il a dénoncé tous les autres qui faisaient des arnaques, forcément il va pas les faire et donc les gens vont te faire confiance. C'est quelque chose qui marche juste extrêmement bien, il faut l'essayer. Donc même si t'es plombier, même si t'es boulanger, même si t'es charcutier, ces professions, on a l'impression que ça sert à rien d'être sur internet, tu peux aider les gens si tu fais du contenu. Par exemple, si t'es boulanger, tu peux aider les gens à faire leur propre pain. Si t'es plombier, tu peux aider les gens à résoudre eux-mêmes leurs problèmes de canalisation. Si t'es charcutier, je sais pas vraiment ce que tu peux faire si t'es charcutier, mais il y a sûrement, en se creusant la tête, il y a sûrement des choses à faire. Des idées de recettes, par exemple, avec de la charcuterie. Bref, si t'es là, tu vas accompagner les gens déjà. C'est à toi qu'ils vont faire confiance et c'est à toi qu'ils vont demander de l'aide. Exactement de la même façon que si t'as un ami qui t'a déjà aidé à résoudre un problème avec ton ordinateur, si t'as besoin un jour de racheter un ordinateur, c'est à ce pote que tu vas aller demander conseil. Et c'est quelque chose qui fonctionne juste extrêmement bien et pourtant personne le fait. Donc ça, c'est pour les exemples des chaussures, les exemples des
tutos Facebook pour vendre un service en ligne de publicité Facebook. Ensuite, un exemple, par exemple, si tu lances un site de rencontre ou une app de rencontre sur iPhone, tu peux donner des conseils séduction. Alors je sais, ça paraît bizarre, on a l'impression que ça n'a pas grand chose à voir, mais si tu donnes des conseils séduction sur un blog et que tu as une grosse masse de gens qui te suivent et tout, et que du jour au lendemain tu dis voilà, moi j'ai décidé de créer l'outil ultime pour trouver une copine. Ça s'appelle telle app, voilà comment ça fonctionne, voilà pourquoi ça résout tel ou tel problème, voilà comment ça va vous aider vous tout particulièrement cette communauté. Tu vas faire énormément de téléchargements. Si tu es une agence immobilière, encore une fois, tu peux faire un blog ou un site ou un article sur comment éviter les arnaques des agences immobilières. C'est encore un domaine dans lequel les gens ont beaucoup de craintes. Et encore une fois, les gens, c'est à toi qui vont faire confiance. Je vais donner un exemple. Là, j'ai cherché un appart il y a pas très longtemps et je suis tombé sur une agence. Sur leur site, ils mettaient un extrait d'une interview sur BFM TV qui était justement ça, qui était comment éviter les arnaques. Est-ce que par exemple quand tu visites un appartement, ils ont le droit de t'obliger à signer ensuite un papier, une promesse de vente, tu vois. Lui, tu vois, c'était lui qui témoignait, il disait bien sûr que non, en tant qu'agence immobilière, on a le droit de vous faire visiter à autant de personnes gratuitement sans rien leur demander, c'est normal, c'est la loi et nous on le fait. Et en gros, en disant ça, en fait, tu leur fais davantage confiance, que tu te dis voilà, le mec va se faire interviewer pour BFM TV pour parler des bonnes pratiques des agents immobiliers. Donc c'est sûrement un agent immobilier honnête. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Maintenant, imaginons que tu lances, un comparatif de billets d'avion sur Internet. Rien ne t'empêche d'avoir un blog voyage, de faire rêver un peu les gens, de parler de voyage, même pourquoi pas d'être beaucoup plus spécifique, parce que blog voyage, il y en a déjà des milliers. Pourquoi pas blog voyage en avion, genre le guide des meilleurs aéroports, tu vois, des trucs un peu fun comme ça, ou les meilleurs accessoires à emmener dans l'avion, des trucs comme ça. Et puis le jour où tu vas lancer ton truc, tu vas dire voilà. Nous on est comme vous, on a pris l'avion beaucoup de fois, on a galéré, on a pris des comparateurs qui nous ont plus ou moins arnaqués, où les prix augmentent dans la journée quand on revient, et on a décidé de faire un truc très différent, un truc pour vous, un truc pour nous, un truc pour les gens qui aiment voyager sans se prendre la tête. Ça s'appelle ça, et voilà où tu peux le trouver. C'est des choses qui fonctionnent juste extrêmement bien, et toutes les marques qui l'ont fait ont eu des résultats absolument exceptionnels. Il y a quelques choses qui sont importantes à prendre en compte si tu crées du contenu pour trouver des clients pour ta startup. La première chose, c'est de les impliquer dans ton aventure. C'est-à-dire que tu vas pas parler d'un sujet et puis au bout de 3 ans, du jour au lendemain, dire tiens, j'ai lancé un produit, le voilà. C'est-à-dire que ce qui peut être vraiment sympa, c'est d'impliquer les gens dans ton aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que tu proposes pas seulement un produit pour eux, mais tu racontes aussi ton histoire. C'est-à-dire qu'en tant que créateur de contenu, voilà les problèmes que tu as eu, voilà comment tu as essayé de les résoudre, voilà les problèmes que tu as rencontrés, voilà pourquoi tu as décidé de créer ton propre produit qui résolverait ces problèmes, voilà comment tu as décidé d'en faire une boîte, voilà comment tu as trouvé tes fournisseurs. Je vais te donner un exemple, encore un exemple. Alors, un gars qui s'appelle Thierry Casasnovas, qui est un peu un gourou de la nutrition. Enfin, moi je l'aime bien parce qu'il a plein de choses intéressantes à dire. Et récemment, il s'est mis dans le commerce de noix de coco fraîches et bio, tu vois, parce qu'il arrête pas de parler. Alors il parle de nutrition, il parle des bienfaits, souvent du lait de coco et d'autres trucs. Et puis il nous dit, il nous raconte son aventure dans une vidéo. Il nous dit voilà, nous on a toujours voulu trouver des noix de coco. Simplement en France, évidemment, c'est pas évident et elles sont pas bio. Surtout, c'est très difficile d'en trouver des bio. Souvent elle voyage longtemps et tout. Enfin bref, il dresse la liste de tous les problèmes qu'il a eu avec ses noix de coco et il dit comme on trouvait rien de bien sur le marché, on a décidé de le faire. Donc je me suis allié avec un ami qui vit dans tel pays où ils font des noix de coco et on a décidé de monter notre propre petit réseau d'import et on est sûr qu'elles sont bio. Et voilà, on a rencontré les gens qui les fabriquent, voilà comment ils les fabriquent, ils te montrent des photos, ils te montrent des images. Et finalement, si tu veux toi une noix de coco bio, que tu connais strictement rien en noix de coco du commerce et que tu suis Thierry Casasnovas, tu vas dire son truc ça a l'air de bonne foi, en plus c'est pas trop cher, je vais commander chez lui. Oh tiens, il y a un système d'abonnement, allez, je vais me faire commander, comme ça tous les mois je recevrai des noix de coco fraîches et bio, c'est génial. Et le fait de raconter l'histoire de comment t'en es arrivé à faire ce produit, tu vas créer de la complicité avec ton audience et tu seras plus juste un vendeur, tu seras quelqu'un qui sera dans le même cas qu'eux, qui va les accompagner et qui aura finalement simplement trouvé une solution à leurs problèmes. Donc les impliquer dans ton aventure, raconter ton histoire, être sincère sur tes intentions, c'est hyper important. C'est-à-dire expliquer pourquoi tu le fais, expliquer pourquoi tu as un produit à vendre et assumer le fait de vendre un produit aussi, je pense que c'est nécessaire. Je peux donner un autre exemple encore puisqu'on est sur les exemples. Casey Neistat, le vlogueur américain qui a lancé il y a quelques années
un produit, une app qui s'appelait Bim, qui était une sorte de concurrent à Snapchat, qui finalement a pas très bien marché, qui a été racheté par CNN et qui maintenant est un réseau d'information sur YouTube. Mais quand il l'a lancé, il a déjà eu des centaines de milliers d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que il a utilisé son vlog pour faire la promotion de cette application. Et il a dit lui-même dans une interview, la raison principale pour laquelle il a créé son vlog au départ, c'était pour avoir un effet de levier le jour où il allait sortir sa startup, pour avoir ses premiers utilisateurs. Il se trouve que Bim finalement a pas décollé, mais si c'était vraiment un produit qui répondait à un besoin bien spécifique et qui était sorti à un meilleur moment, ou bref, il y a plein de facteurs qui font qu'une boîte peut foirer. Mais si ça avait été le cas, l'audience qu'il avait eu dès le départ, ça aurait été un effet de levier énorme, et ça aurait pu faire de Bim le nouveau Snapchat ou une énorme entreprise. Donc voilà, et puis tu peux faire des gens qui te suivent, de ton audience, des ambassadeurs de ta marque, en les incluant dans l'aventure, en leur disant vous êtes les premiers à m'avoir suivi, vous êtes les premiers à m'avoir fait confiance, et donc évidemment vous êtes on est un peu dans le même bateau en fait. C'est pas mon projet, c'est notre projet, c'est notre aventure à nous tous. Si tu lances un bouquin, tu dis voilà, on l'a fait ensemble finalement ce bouquin, parce que vous m'avez suivi pendant tout ce truc, pendant toute cette aventure, et ces gens-là vont devenir des ambassadeurs. Alors évidemment ça marche pas seulement pour les créateurs de start-up, ça marche aussi pour les écrivains qui vont sortir un livre. De la même façon, c'est un peu idiot de rester dans sa cave pendant 10 ans pour écrire un livre puis le sortir en espérant qu'il va cartonner. C'est beaucoup plus efficace de commencer par un article de blog. Si cet article de blog explose et cartonne, en faire peut-être une série de petites vidéos sur YouTube, et si tout ça marche bien, pourquoi pas commencer la rédaction d'un livre, mais d'abord le tester, puisqu'un livre c'est rien d'autre que du contenu long, mais tu vas pas faire du contenu sans savoir si ça plaît aux gens ou pas. Ensuite tu fais de la prestation de service, on en a parlé, pour les plombiers etc, ça peut être extrêmement utile. Si tu fais des conférences aussi pour te faire connaître, pour trouver des clients, si tu fais du consulting aussi, si tu vas lancer un film, ça peut être vachement bien pour teaser le film et pour raconter comment tu l'as tourné. Si tu fais de la musique, ça peut être vachement bien aussi pour montrer comment tu composes, quelles sont tes musiques préférées, etc. Si tu sors une ligne de vêtements, aussi pour parler de tout ça. Bref, tu l'as compris, le contenu, c'est le plus puissant levier de vente jamais créé. Et je maintiens ça, c'est-à-dire que toutes les marques continuent à faire de la pub à la télé que tout le monde déteste, que personne regarde. Tous les petits entrepreneurs continuent à faire des grosses pubs sur Facebook ou sur Google AdWords, que les yeux des gens s'habituent à ne plus regarder ces pubs tellement on en voit partout et tellement c'est saoulant. Et les gens détestent la pub, on déteste tous la pub. Je déteste la pub, tu détestes la pub, personne n'a envie de voir de la pub. Mais tout le monde a envie de voir du contenu intéressant dans une thématique qui le passionne. C'est ça la différence. C'est que tu vas pas du tout créer la même relation avec un annonceur qui a fait une pub dans le métro, qui est dans une position de vendeur dès le début, qu'avec quelqu'un qui t'a d'abord aidé, qui t'a d'abord apporté de la valeur, qui t'a d'abord accompagné, qui t'a d'abord aidé à résoudre des problèmes, qui va ensuite te proposer un produit. Ça a strictement rien à voir, c'est une nouvelle façon de vendre, c'est le plus puissant levier de vente jamais créé. Et l'audience que tu vas développer en faisant ça, c'est pour ça que moi je conseille de toujours commencer par le contenu. C'est-à-dire si tu as une idée de produit, une idée de start-up lointaine ou n'importe quoi, tu peux commencer dès maintenant à créer du contenu. Tu peux commencer dès maintenant à développer ce capital, à développer cet actif qui a énormément de valeur et qui est souvent gratuit à développer, qui s'appelle une audience. C'est un capital, un actif long terme, c'est tout nouveau parce qu'avant c'était assez compliqué. Alors on pouvait quand même le faire avec une série d'écrits, avec une série de bouquins, on pouvait développer une audience, on pouvait développer ce que Ryan Holiday appelle une plateforme, c'est-à-dire des gens qui te suivent sur des canaux particuliers et qui te suivent sur le long terme. C'est comme ça que Churchill est revenu dans la vie politique, et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu peux aussi développer une fanbase, développer une clientèle pour ta startup, développer un lectorat pour ton bouquin, et même pouvoir vivre de ton contenu directement en vendant de la formation. C'est quelque chose qui est énorme, c'est quelque chose dont je n'aurai jamais assez de mots pour en parler, pour dire à quel point je suis convaincu que c'est une petite révolution que beaucoup de gens sont en train de rater ou que beaucoup de gens ne voient pas. Et donc, si tu as commencé à le faire aujourd'hui, tu es sur la bonne voie, parce que même si tu vas pas développer une énorme audience dans les 3 prochaines semaines, tu vas au moins t'habituer à ça, tu vas au moins progresser là-dessus, là où la plupart des gens ne font strictement rien. Voilà, donc si ça t'intéresse, on en parle dans le groupe Facebook. J'ai mis un post pour justement demander s'il y en avait parmi vous qui avaient une startup et qui utilisaient le contenu pour développer leur audience. Donc ça peut être intéressant d'avoir des réponses là-dessus. Si c'est ton cas, tu peux aller voir, j'ai mis le lien en description. Et puis, si ce podcast te plaît, je relance un peu les appels à l'action pour les avis iTunes, parce qu'on est un peu bloqué à 120 à peu près, et j'aimerais bien qu'on atteigne les 150, un de ces 4. Donc si t'as pas encore laissé d'avis sur iTunes, ça prend littéralement 2 minutes, et ensuite l'avis reste
pour toujours. Donc c'est un gros, enfin c'est hyper, ça m'aide beaucoup. Et pour toi, ça c'est pas un gros effort. Donc si tu peux le faire, tu vas sur Apple Podcast ou sur iTunes si t'es sur PC. Tu tapes dans podcast, tu tapes Makercast en 2 mots. Tu cliques sur la jaquette et tu entres simplement un avis. Tu laisses le nombre d'étoiles que tu veux. Tu dis ce que t'en penses. C'est la meilleure façon de garantir la survie et le futur de ce podcast. Voilà, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à demain pour le prochain.